Hafed Haddad travaille au Généton. Dans quelques heures, il sera à Londres pour l'ultime réunion préparatoire du premier essai clinique sur la maladie dite syndrome Wiskott-Aldrich. Une maladie du système immunitaire qui jusqu'ici ne pouvait se traiter que par greffe de moelle, une greffe dont tous les malades n'ont pas la chance de bénéficier. Avec la réunion que nous faisons aujourd'hui, nous donnons le top départ pour cet essai clinique qui pourra démarrer dès le lendemain avec la participation d'un premier patient. Cet essai sera mené en Angleterre par l'équipe du professeur Adrian Trasher au Great Ormond Street Hospital. Il est le fruit d'une collaboration avec le Généton, qui en est le promoteur et en assure la responsabilité financière et juridique. On a beau avoir de l'expérience, c'est quand même à chaque fois à la fois excitant, à la fois difficile et voilà, c'est l'aboutissement d'un long travail. On a une fierté de dire ça démarre, on va avoir de vrais patients, de vrais enfants qui vont avoir un traitement alors qu'ils étaient condamnés d'une manière ou d'une autre. Cette fois, c'est une réalité. Des premiers essais cliniques chez l'homme pour de nombreuses maladies génétiques vont démarrer. Ces essais sont pour la plupart soutenus par l'AFM. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé? Une histoire indissociable de la lutte contre les myopathies. Sans le Téléthon qui donnera ensuite naissance au Généton, rien de tout cela n'aurait existé. En 3, première année, la découverte de maladies qu'on ne connaissait pas, les myopathies. Deuxième année, vous confirmez que vous avez bien reçu le message. 20 milliards de centimes. Troisième année, peut-être la plus importante, Claude. On est en train de tenter un grand pari, peut-être le plus grand chantier du monde pour la recherche. Tenter de découvrir tous les gènes, toutes les maladies génétiques. Il y en a 4000. Il y a 4000 gènes à découvrir. Et là, les chercheurs savent comment faire, mais ils ont besoin de moyens. C'est pour ça que nous allons tenter, dans ce Téléthon 89, de faire mieux que les deux premiers Téléthons, de leur donner les moyens de découvrir ces gènes. Des gènes qui, comme les mots d'un mystérieux texte, sont restés très longtemps indéchiffrables. La cause de bien des maladies était cachée dans ces lettres. En 1886, lorsque le dermatologue allemand Heinrich Köbner décrit une maladie de la peau provoquant des cloques sur tout le corps, il ignore tout de l'origine de cette maladie, mais il lui donne un nom, épidermolyse bulleuse. Un siècle plus tard, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, Alain Hovnanian, alors jeune interne en dermatologie, découvre cette maladie. Le point de départ de cette histoire, je le fixerai dans les années 1988, quand j'étais encore interne en dermatologie. Et je me rappelle très bien, j'étais à l'hôpital Henri Mondor et j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois un enfant qui était hospitalisé pour une épidermolyse bulleuse dystrophique. Et alors, je ne connaissais pas la maladie. J'ai été frappé par la sévérité des lésions parce que c'était un enfant qui présentait la forme la plus sévère. Et on voyait bien qu'on n'avait pas de traitement à proposer. On n'avait même pas d'outils diagnostiques à proposer. Vous vous rendez compte, gérer une maladie dont on n'a aucune compréhension du mécanisme. Pour un étudiant ou pour un jeune interne, c'est très frustrant parce qu'on fait ce métier pour apprendre. Donc on a du mal à comprendre que des maladies aussi sévères soient complètement incomprises. C'est pour ça que je me suis dit, s'il y a moyen de trouver la cause de la maladie, il faut vraiment le faire. Alain Hovnanian se plonge alors dans tout ce qui a été écrit à propos de cette maladie. Des travaux américains laissent entendre que c'est un gène, celui de la collagénase, qui serait responsable de l'épidermolyse bulleuse. L'Amérique, c'est ici que va se jouer une autre histoire, un autre destin, celui de Fabienne Rolling, jeune étudiante passionnée par les virus qui débarque un jour à Pittsburgh
en Pennsylvanie. Pendant ma thèse de sciences à Marseille, donc, j'ai travaillé sur un virus d'insectes en fait, qui s'apparentait à un autre virus. Et là, une équipe américaine à Pittsburgh travaillait sur ce virus, qui est un AAV en fait. Et à la fin de ma thèse, les Américains parlaient justement d'utiliser ce virus comme vecteur pour potentiellement un jour la thérapie génique. Et donc, c'était ça l'intérêt de rejoindre cette équipe à Pittsburgh, c'était vraiment de travailler sur ce virus pour le développer comme outil thérapeutique. Ce qui apparaissait quelques années plus tôt comme le scénario d'un film d'anticipation commence à prendre forme. Fabienne Rolling ne le sait pas encore, mais ces 3 années à Pittsburgh seront capitales pour le traitement d'une maladie génétique. Mais il nous faut revenir dans le monde des lettres. Dans le grand livre de notre génome, il existe un gène qui est la cause d'une maladie qu'au XIXe siècle, Théodore Leber, un célèbre ophtalmologiste, avait décrit comme une maladie de la rétine. Il l'appellera amorose de Leber. Précisément un siècle plus tard, Renaud naît avec cette maladie, mais il en ignore le nom. La forme la plus sévère de l'amorose de Leber peut provoquer une cécité complète. Renaud n'est pas non-voyant, mais dispose d'un champ de vision très réduit. Je me souviens, quand j'étais enfant, qu'on allait consulter des ophtalmos, bien sûr, et qui disaient que j'avais une maladie congénitale de la rétine, et qui donc, évidemment, nous disaient que j'étais né comme ça, et que cette maladie était génétique. Quand on est un enfant et qu'on nous dit vous êtes né comme ça, c'est une maladie génétique, ça résonne comment pour vous? Ça résonne comme une maladie qu'on ne peut pas soigner. En ce début des années 90, la génétique fait son apparition à la télévision et devient le thème de grandes émissions. Au début du siècle, l'homme est allé au cœur de la matière avec l'atome. Aujourd'hui, il sait quasiment aller au cœur de la nature humaine et en tout cas, il recherche son identité grâce à la connaissance des gènes. C'est la génétique. Cette connaissance... Mais le concept de thérapie génique reste encore bien nébuleux pour le commun des mortels. Si nous imaginons les gènes comme des mots, une faute de frappe sur l'un d'eux peut rendre une phrase incompréhensible et donc brouiller le sens du texte. C'est ce qui se passe avec les maladies génétiques. Parfois, c'est un morceau du mot qui manque. L'idée de thérapie génique, c'est bien de corriger ou d'amener la partie manquante du mot, c'est-à-dire du gène. La phrase est à nouveau compréhensible. Il y a 30 ans, tout cela n'était encore que du virtuel. Mais pour certains, ce n'était qu'une question de temps. Un professeur de pédiatrie qui s'appelait Pierre Royer, qui est un grand monsieur, visionnaire, un très grand pédiatre, un de ceux qui a, même celui qui a le plus promu la vision, la nécessité impérieuse de la recherche pour faire progresser les connaissances au bénéfice des enfants malades. Et je me souviens très bien d'un cours de Pierre Royer parlant de l'hypothèse qu'un jour on pourrait soigner des maladies génétiques par thérapie génique, ce qui était absolument inouï à l'époque. Donc moi, ça me paraissait évidemment un peu de la science-fiction, mais en même temps, pas délirante et fondée sur quelques notions conceptuelles qui, même pour l'époque, étaient correctes. Moi, j'en ai entendu parler depuis les années 80, je dirais, mais comme quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on aurait pu faire, corriger les cellules du malade en introduisant les gènes manquants. C'était du rêve, mais c'est quelque chose, c'était une conception intellectuelle à l'époque qu'on caressait, mais qu'on ne pouvait pas réaliser. C'est un sujet assez sexy à l'époque. C'était soigner une maladie par des gènes, utiliser le gène comme un médicament, comme disait Axel Kahn à l'époque. C'est quand même vachement bien, quoi, ce truc-là. L'idée de thérapie génique va faire son chemin chez les chercheurs, mais en attendant, pour les familles, l'irruption de la maladie est vécue comme un choc. La famille Guinbretière sera touchée par l'épidermolyse bulleuse. Ça fait comme des brûlures du 3e degré. Et quand je tombe, ça dépend. Quand je tombe assez violemment,
bah, je m'arrache la peau. Mais autrement, c'est des fois des bulles. Il y a des fois des petites qui font moins mal, des fois des grosses qui font plus mal. C'est surtout au niveau de tes mains? Non, pas forcément. Les pieds. Ouais. Il y a un peu les genoux et il y a les tibias qu'on les protège pas. En fait, dès la naissance, Julien n'avait pas de peau sous les pieds. Il avait les pieds en sang. Au bout de quelques jours, la peau a cicatrisé. Donc on s'est dit, bon, bah, c'est qu'un mauvais souvenir. Il est né comme ça, on ne comprenait pas. Mais au fur et à mesure que Julien a grandi, quand il se bougeait, quand il se déplaçait, il s'arrachait de la peau sur tout le corps. Et là, on a bien compris que c'était génétique, c'était dans toutes ses cellules et que bah, il était porteur de cette maladie et qu'on ne pouvait pas l'enlever, enfin, à part le protéger, mettre en place des choses pour pas qu'il se fasse de mal, à part faire du préventif, il n'y avait rien à faire, quoi. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait au départ. Non. C'est via Internet qu'on a trouvé le nom de cette maladie, surtout, et puis qu'on a su ce que c'était vraiment que cette maladie-là. Et grâce à Internet, on a découvert une association, et quand on a rencontré les membres de cette association, c'est là qu'on a commencé à connaître la maladie. On a rencontré Madame Blanchet-Bardon à l'hôpital Saint-Louis, et nous avons également rencontré Alain Ovenagnan, qui nous a expliqué aussi où il en était de la recherche. Mais au tout départ, on ne savait pas qu'il y avait une recherche sur cette maladie, on ne savait pas du tout. À l'époque, Alain Ovenagnan est encore plongé dans les écrits sur l'épidermolyse bulleuse. Mais il veut aller plus loin et tester, à partir de prélèvements effectués sur des enfants, l'implication du gène de la collagénase pour en avoir le cœur net. Il travaille sans relâche et il finit par avoir la réponse. En quelques mois, les hypothèses mises en avant depuis des années sont balayées. On se dit ça marche, c'est extraordinaire et on se dit c'est fantastique, ça donne des réponses extrêmement claires, c'est blanc ou noir. Et puis en plus, c'est extrêmement informatif, ça vous permet d'avancer. Parce que là, ça nous a permis donc d'exclure le caractère causal de ce gène. C'est-à-dire que ce gène n'était pas le gène responsable de la maladie. C'est avec cette découverte inédite que le jeune Alain Ovenagnan part pour le grand congrès américain de dermatologie qui, cette année-là, se déroule sur la côte ouest, à Seattle. Je me rappelle assez bien, c'était mon premier congrès international. Je devais présenter mon travail dans une séance pas plénière, une séance où il y a d'autres séances en même temps. Mais je me rappelle très bien que les chairman, c'était les grands monsieur des épidermolyses bulleuses. Et j'étais très impressionné. Ils ont été surpris parce que tout le monde pensait que c'était la collagénase. Et ils ont été pris de court parce que j'ai utilisé une méthode pour identifier ces marqueurs et ensuite les tester qui n'était pas très diffusée à l'époque. À son retour, Alain Ovenagnan teste le second gène qui pouvait être en cause, le gène du collagène 7. Mais il lui fallait également démontrer que des mutations de ce gène conduisaient à la maladie. Le travail était loin d'être terminé. Pendant ce temps, Fabienne Rolling a quitté les États-Unis et est revenue en Europe. C'est dans un laboratoire belge qu'elle poursuit son travail sur le transfert de gènes. Mais l'opportunité viendra de l'autre bout de la planète, dans un laboratoire qui travaille sur la rétine. Alors, direction l'Australie. Et c'est là qu'en fait, la chance, en fait, il y avait une annonce dans le journal Gene Therapy d'une personne en fait en Australie, à Perth, qui cherchait quelqu'un pour faire du transfert de gènes dans la rétine. Donc c'est là que moi j'ai postulé puisque j'avais toute la connaissance du vecteur. Et ce qui m'intéressait bien sûr, c'est d'apprendre toute la partie organe que je ne connaissais pas. La thématique rétine également m'intéressait puisque c'est un organe de petite taille, il suffisait d'avoir quelques vecteurs pour cibler quelques cellules. Et d'un point de vue concept, ça paraissait un organe de choix pour le traitement par thérapie génique. Et c'est là vraiment, au bout de 3 ans, le vecteur fonctionne, il arrive à cibler les cellules qui sont malades dans les maladies. Et maintenant, moi, je veux poursuivre ce projet-là, mais je veux revenir en France. De son côté,
Renaud continue sa quête pour mettre un nom sur la maladie de la rétine dont il souffre depuis la naissance. Il décide d'aller à une consultation génétique à l'hôpital Necker. Les consultations génétiques visent à identifier la cause de la maladie dans mes gènes et dans ceux de mes parents. Donc il s'agit de rechercher dans mon ADN et de rechercher dans l'ADN de mes parents la cause de la maladie. On trouve effectivement le gène responsable de la maladie et du coup on lui donne un nom. C'est la première fois qu'on m'a dit que j'avais une amorose de Leber, qui était un terme que je n'avais jamais entendu auparavant d'aucun des ophtalmos que j'ai pu consulter. Effectivement, je sais que maintenant le diagnostic ne bougera plus. Je sais que le pronostic par rapport à mes enfants et au fait qu'ils ne seront pas touchés est certain. Et donc, du coup, effectivement, ça ouvre déjà une perspective qui est celle d'avoir des enfants. Alain Hovnanian sait désormais que le collagène 7 est bien le gène en cause pour l'épidermolyse bulleuse. Mais il ignore comment les mutations de ce gène conduisent à la maladie. Des destins vont alors se croiser et c'est en Suisse, près du lac Léman, que tout va se jouer. Alain Hovnanian travaille de concert avec son ami Yann Barandon, grand spécialiste des cellules souches. Les deux hommes rencontrent Imanol, un petit garçon atteint de la forme la plus sévère des épidermolyses bulleuses. Yann connaissait le chirurgien qui allait opérer le petit Imanol. Donc on a convenu ensemble que c'était une bonne occasion de pouvoir prélever cet enfant que l'on savait atteint de la forme la plus grave pour que Yann puisse étudier plus en détail les conséquences de ces mutations dans ce gène du collagène 7 sur le comportement des cellules. Donc ça, c'est des cellules qui ont été prélevées lorsqu'Imanol avait 3 ou 4 ans. Et depuis 1993, Alain et moi, nous suivons Imanol régulièrement, puisque moi j'ai Madame Valadez au téléphone très régulièrement, qui me donne de ses nouvelles, qui me demande où nous en sommes. Je lui ai promis qu'on allait transplanter son fils, parce que c'était pour moi une évidence et une nécessité. Je suis tout à fait déterminé à le transplanter pour remplir ma promesse. Imanol a été le premier enfant au monde chez qui a été décrit la mutation du gène en cause pour l'épidermolyse bulleuse. Une relation très forte s'est nouée entre les chercheurs et Imanol et sa famille. À travers la promesse de transplanter un jour Imanol avec des cellules génétiquement modifiées, c'est tout le travail mené aussi sur d'autres maladies comme les myopathies qui prend ici tout son sens. En attendant, il faut vivre avec la maladie. Le plus dur pour toi, c'est la douleur? Non, la douleur, j'ai pas de douleur. C'est de voir que je peux pas faire des choses que j'aimerais faire. Et la douleur, c'est pas le problème? Non, la douleur, non. Pourtant, tu as mal. Là, maintenant, non. Non, mais quand tu fais les pansements. Ouais, mais je suis habituée, maintenant. Mais maman, elle est toujours pas habituée, hein. Ouais, mais moi, oui. Là, je pense qu'il a aussi la mal, mais il est tellement habitué à la douleur que pour lui, c'est comme si c'était normal. Vous y êtes pas habitué? Non. Non, non. Est-ce que vous avez eu envie d'en savoir plus sur cette maladie? Je pense que je sais tout. Je pense qu'il n'y a plus rien à savoir, mais je crois que dans ma prochaine vie, je vais être généticienne, sûre. Sûre. Afed Haddad du Généton et Nathalie Thomas de la société de contrôle DCI sont arrivés à Londres. La réunion pour l'essai clinique Wiskott-Aldrich est prévue à 10 heures précises, direction le Great Ormond Street Hospital. Pour le professeur Adrian Trasher, la collaboration avec Généton en France est une première. Nous avons de très bons rapports avec le Généton depuis le début de ce projet. Et sans le Généton, nous n'aurions certainement pas cette discussion aujourd'hui.
Les premiers essais ont été menés par de petits groupes comme nous, comme le professeur Fischer à Paris. Mais il est clair que le moyen le plus efficace de développer ce type de traitement est de le faire en partenariat avec plusieurs centres. C'est un bon modèle à répéter. Pas uniquement pour ce projet, mais pour beaucoup d'autres. L'ensemble de l'essai et son déroulement sont revus dans le moindre détail. Check-up complet des documents et des contrats, des procédures de traçabilité extrêmement rigoureuses qui permettront d'apporter toutes les preuves possibles pour espérer ensuite une mise sur le marché, c'est-à-dire un traitement pour tous les malades. C'est parti pour une journée entière de réunion. But the RCL blood test will have to be sent to Genosafe, so we can talk about that. L'Angleterre. C'est ici qu'Alain Hovnanian, après l'identification de la mutation du gène sur le petit imanol, va poursuivre son travail sur l'épidermolyse bulleuse. Le professeur Marc Latrobe lui propose de monter son propre laboratoire avec sa propre équipe au Wellcome Trust Center d'Oxford. C'était un dépaysement total. Il fallait monter un labo de zéro, un éloignement de la famille et de mes amis. Et j'avoue que ça n'a pas été très facile, mais l'intérêt du travail, ce que j'apprenais et les gens que je rencontrais a tout de suite compensé. Et en particulier, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui est le professeur Anthony Monaco, donc qui est le chercheur qui a découvert le gène de la myopathie de Duchenne à Boston et qui avait un très gros groupe de recherche au Wellcome Trust Center, et avec qui s'est liée une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui, et même dans les difficultés, puisque la science est faite de vagues et de hauts et de bas. Et dans les moments difficiles, il avait l'habitude de me dire, en anglais, « no pain, no gain ». Donc pour gagner, il faut souffrir. Mais il avait raison. Fabienne Rolling est de retour en France. Elle entend parler d'un centre à Nantes qui prévoit de traiter des chiens malades par thérapie génique avec un vecteur qu'elle connaît bien, l'AAV. Le monsieur thérapie génique à Nantes, c'est Philippe Moulier. Alors bien sûr, ça a fait tilt. J'ai contacté Philippe par email en lui disant, ben voilà, moi je travaille sur l'AAV, j'aimerais bien continuer un projet sur le transfert de gel à la rétine, est-ce que ça serait compatible avec ce que vous faites ? C'est là qu'il m'a répondu très rapidement, il m'a dit le mieux c'est que vous passiez, vous faites un topo. Moi je ne connais pas les ophtalmos, donc je ne sais pas quel est l'environnement ophtalmo à Nantes, mais je les convoquerai pour votre topo au mois de décembre. Et puis on discute, à partir de là on discutera. Quand vous avez rencontré Fabienne, vous êtes en face d'une personne extrêmement charismatique, qui est évidemment, on sent tout de suite une pugnacité, une volonté d'aller jusqu'au bout, une énergie, en plus une honnêteté intellectuelle, ça se voit immédiatement. Je veux dire qu'elle est bourrée de qualité, quoi. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça arriver à Nantes, à l'époque je me suis installé à Nantes, on se dit il faut absolument tout faire pour la garder, quoi. J'ai trouvé que c'était une opportunité fantastique de travailler en synergie avec Fabienne pour essayer de passer du laboratoire avec cette perspective thérapeutique extrêmement intéressante au bénéfice des patients. L'opportunité qu'il y a eu ici, c'est qu'effectivement sur le même site, il s'est trouvé qu'il y avait le centre de Bois-Bonne pour accueillir des gros animaux, l'ophtalmo qui voulait absolument faire de la recherche, Philippe Moulier qui développait déjà des vecteurs, donc il pouvait nous aider dans cette partie-là. Et donc il y a une espèce d'alchimie qui faisait que ce projet allait démarrer très rapidement, quoi. Au même moment est annoncé le premier succès de thérapie génique en France. Il est conduit par les équipes d'Alain Fischer et de Marina Cavazzana-Calvo. Bonsoir, professeur Fischer, personne n'y croyait. C'est sûr, c'est une grande aventure. Beaucoup d'efforts ont dû être accomplis pour arriver à traiter des patients avec un certain succès. C'est un long chemin, beaucoup d'embûches, beaucoup d'incertitudes, mais enfin quelques résultats. Début des travaux vers 83-84.
Début du travail proprement dit sur la thérapie génique de cette maladie, 1993. Premier malade traité, donc printemps 1999. Les premiers résultats positifs, c'est à la fois 3 fois rien et gigantesque. Ça se passe fin mars 1999, parce que le premier malade a été traité le 13 mars 1999. Donc à peu près 15 jours plus tard, on fait un premier test, c'était prévu à J15, on fait une PCR sur les globules blancs pour voir si on trouve la trace du gène thérapeutique. Même à petite dose, mais est-ce qu'on détecte quelque chose? Réponse, oui. Pour nous, c'était assez encourageant, donc assez excitant, on va dire. Et donc on a attendu ensuite les résultats suivants qui sont devenus, au fur et à mesure du temps, de plus en plus évidents chez le premier malade. 7 ans de recherche à temps plein, une recherche qui impliquait des dizaines de chercheurs à tour de rôle. Et on calcule qu'en 7 ou 8 ans, avec pratiquement 20 personnes à temps plein, si on calcule tous les gens qui se sont succédés à la paillasse, au laboratoire, en clinique et tout ça. Est-ce qu'on peut penser à ensuite traiter d'autres maladies? Évidemment, c'est le vœu de tous et beaucoup d'entre nous et de chercheurs à travers le monde cherchons justement à obtenir ce résultat. Dans ces années 2000, de nombreux programmes vont démarrer. La recherche est entrée dans une nouvelle phase. Le grand travail du séquençage du génome humain, porté par Généton, est terminé. Il fait la une des journaux télévisés du monde entier. On termine avec cette date historique pour la recherche. La carte du génome humain est désormais complète. C'est l'aboutissement d'un travail de 10 ans. Avec cette carte d'identité de l'être humain, de nouvelles voies vont s'ouvrir aux scientifiques pour soigner notamment les maladies incurables. C'est un jour d'une importance historique. C'est le jour où l'on déroule la première édition du livre de la vie avec nos propres instructions achevées et elles seront versées au domaine public. Mais les choses sont loin d'être réglées. Les chercheurs se heurtent à de nombreux problèmes. Certains gènes, par exemple, sont très grands. C'est le cas du gène de la myopathie de Duchenne et celui du collagène 7 de l'épidermolyse bulleuse. Comment un vecteur va-t-il pouvoir transporter un si grand gène? C'est le problème auquel est confronté Alain Hovnanian. Donc à ce moment-là, j'ai eu la chance de travailler avec Olivier Danos au Généton. On a pu obtenir ces vecteurs qui transportaient le collagène 7 entier. Ces résultats, en fait, ont été validés par notre équipe en faisant des peaux reconstruites à partir de ces cellules génétiquement corrigées qui venaient des enfants et que l'on a greffées chez des souris immunodéficientes pour montrer que ces cellules génétiquement corrigées constituant une peau équivalente étaient capables de fabriquer au long terme du collagène 7 qui était capable de former des fibres d'ancrage. Donc là, on avait la preuve, la démonstration préclinique in vivo que l'approche était faisable. Pour la famille de Julien, il a fallu avancer, ne pas baisser les bras malgré parfois un sentiment d'abandon. La place qu'occupent les chercheurs auprès des familles est alors fondamentale. La rencontre qu'on a eue avec Alain Hovnanian nous a permis d'être rassurés, entre guillemets. Il y a de l'espoir, il y a une recherche. Ça ne va jamais assez vite, la recherche. On a toujours envie que ça aille plus vite. Alors, lorsque Julien va pas bien, eh bien, et qu'il nous dit qu'il veut mourir, par exemple, parce que c'est arrivé dans des grands moments de souffrance, on lui explique qu'il n'a pas le droit de dire des choses comme ça, parce qu'il a la chance, si on peut dire une chance, qu'il y ait un chercheur qui s'intéresse à sa maladie, un chercheur et plusieurs chercheurs et des équipes de chercheurs. Donc, même pour Julien, lorsqu'il rencontre Alain Hovnanian, c'est un espoir à chaque fois. Tu penses un jour me guérir. Il y a un lien, une amitié même maintenant. En 2002, des complications apparaissent chez 2 des enfants bulles traités par thérapie génique. Après s'être ébahis du remède miracle qui allait soigner toutes les maladies, la presse se retourne et met en avant les risques et les dangers de cette nouvelle technique. En France, l'essai est arrêté, mais celui mené en parallèle de l'autre côté de la Manche par le professeur Trasher est poursuivi.
Nous avons eu le même type de résultat que le professeur Fisher à Paris. Le traitement est efficace. Mais nous avons eu également des problèmes de toxicité et de tolérance aux médicaments dans certains cas. Nous avions donc les mêmes conclusions. Mais au Royaume-Uni, les agences réglementaires ont considéré que les bénéfices du traitement l'emportaient sur les problèmes. Et nos essais ont pu ainsi être menés à terme il y a 2 ans. Et moi, j'ai souvent dit à Emmanuel et souvent dit à Anna, à un moment donné, il faudra aller voir les politiques, et puis il faudra que tu enlèves tes pansements, que tu mettes tes mains sur la table et que tu dises, monsieur, maintenant, vous voulez vraiment que je ne sois pas transplanté? Dites-le moi en face. Et ce moment-là, c'est ça qui est important, en fait. C'est que les gens qui sont dans les bureaux, ils n'ont jamais vu Emmanuel, ils n'ont jamais vu ses pansements au quotidien, ils n'ont jamais vu sa maman pleurer, ils n'ont jamais vu avoir les problèmes avec les pansements, ainsi de suite. Et donc, pour eux, c'est complètement abstrait. C'est virtuel. C'est virtuel. Je crois qu'à un moment donné, on doit sauter. On n'a pas le choix, on n'aura jamais le risque zéro. À Nantes, l'équipe de Fabienne Rolling, après avoir travaillé pendant 5 ans sur les vecteurs, est prête pour tenter un essai sur le chien briard portant la mutation du gène. Les vecteurs transportent cette fois le gène humain RPE65, celui qui est en cause pour l'amorose de Leber. L'opération chirurgicale consiste à injecter le gène thérapeutique dans la rétine du chien. Ça décolle, ça décolle, ça décolle. Nous, on voit le front qui progresse encore. Elle est pas mal, celle-là. Est-ce que c'est possible que le chien dorme pendant 20 minutes ou pas? Parce qu'en théorie, le vecteur, il met 20 minutes pour rentrer. Qu'on ait un transfert de gène qu'on optimise, en fait. Guylaine Lemeur, qui fait partie de l'équipe, n'a pas oublié ce printemps 2005. Le jour du premier contrôle, le chien traité passe un électrorétinogramme. Fabienne Rolling est dans le train et attend avec impatience des nouvelles. On est dans une pièce totalement noire, enfin sans lumière, et puis on a tâtonné pour essayer de retrouver le téléphone, pour l'appeler en lui disant c'est génial, ça fonctionne, on est ça devait être à peu près à 1 mois de la chirurgie et on a une récupération de l'électrorétinogramme. Voilà, donc ça c'était au mois de mai 2005 et au mois d'août, donc l'équipe a bricolé les obstacles en allant chez Castorama, tout ça, et on a fait le parcours d'obstacles. Et c'est là que chez ce premier chien virus, on a constaté que non seulement il récupérait une réponse électrophysiologique sur l'œil traité, mais qu'il était capable d'éviter les obstacles grâce à l'œil traité. Alors que quand on bloquait l'œil traité, il se cognait dans les obstacles. Ce qui m'a le plus ébahi, c'est de voir cet animal qui ne s'était même pas rendu compte qu'il avait récupéré une vision quand on avait caché un œil et autres, et de voir son changement de comportement et de voir qu'il ne s'en était même pas rendu compte et nous non plus, en fait. On est tous là, toute l'équipe, et c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe, on se souvient de ce moment-là, et là on se dit, le chien il a 40 kilos, il fait 40 kilos, il a un œil qui ressemble tout à fait à l'œil d'un enfant. Ouais, maintenant, le virage il est là. Le virage c'était ce jour-là, parce que moi depuis 92 que je travaille sur la thérapie génique, voilà, c'est en 2005, août 2005, qu'on commence à se dire « Ah, peut-être que là, un enfant pourra bénéficier de ce traitement. » Lancez le générique ! 16 ans se sont écoulés depuis le Téléthon de 1989 qui lançait le grand défi des maladies génétiques. Un immense travail a été accompli. Bien d'autres histoires se sont écrites durant ces années. Celle des maladies neuromusculaires est aujourd'hui exemplaire. Il a fallu pour les chercheurs surmonter la difficulté du transfert de gènes pour ce type de maladie. La quantité de cellules à atteindre lorsqu'il est question de muscles est considérable. Une barrière qui paraissait insurmontable, et pourtant. Philippe Moulier, qui travaille aussi sur le transfert de gènes dans le muscle, en sait quelque chose. C'est des années de boulot. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait vraiment presque 10 ans, qu'on est vraiment dans le dur avec tous ces vétérinaires avec qui on travaille. Et que depuis 2-3 ans, on commence à avoir vraiment des vrais succès chez ces gros animaux.
Le travail avec les vétérinaires, qui eux aussi veulent traiter les maladies génétiques chez leurs animaux, est la clé de cette réussite. En 2008, des chiens souffrant de myopathie de Duchenne ont reçu une injection du gène corrigé. Au centre de Bois-Bonne, grâce à un vétérinaire qui s'appelle Yann Cherel, qui a traité plusieurs chiens GRMD qui aujourd'hui marchent, courent et se mettent sur les pattes arrière. On n'a jamais vu ça. Les chiens atteints par la myopathie de Duchenne ouvrent désormais la voie pour des patients humains. Et pourtant, il y a encore quelques années, rien de ce qui se passe ici ne pouvait être imaginé. Jusqu'à présent, montrer à des parents qui sont concernés par cette pathologie, montrer qu'une souris marche, c'est très émouvant, c'est très bien. Mais je suis sûr que c'est des gens qui sont purement instinctivement, comprennent très bien qu'entre la souris et leur enfant, il y a quand même encore des mondes à franchir. Et aujourd'hui, moi, je vois qu'on est en train de franchir ces mondes-là. Et ça, j'y croyais personnellement pas il y a encore 3-4 ans. Et pourtant, je travaillais sur le transfert de gènes dans le muscle. Et notamment depuis 1 an et demi, je suis très, très excité. Pour Alain Ovnanian, le premier essai clinique est en ligne de mire. Et c'est à Paris, à l'hôpital Necker, que l'histoire va désormais se poursuivre. Entre obtenir des résultats précliniques chez la souris au laboratoire et être capable de proposer un essai clinique chez l'enfant ou chez l'adulte, il y a vraiment beaucoup d'étapes qui visent à transférer tous les protocoles de recherche dans des structures très spécifiques de thérapie génique, comme le réalise en fait le centre de biothérapie du professeur Marina Cavazana-Calvo à Necker, et c'est une des raisons majeures pour laquelle je suis donc venu travailler à Necker depuis peu. Pour ça, il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu accepterais de nous aider à monter ces protocoles en clinique ? Est-ce qu'on peut venir te voir? Est-ce qu'on peut t'expliquer ce qu'on a fait? Est-ce que tu penses que tu pourrais nous aider à passer en clinique ?» Donc j'ai écouté ce qu'il a fait. Et on l'a écouté pas que moi, toute l'équipe autour de la biothérapie. On a dit oui, c'est un super projet, on va t'aider. Donc je vais apprendre qu'est-ce que c'est la peau, que je ne connais pas. Pour Fabienne Rolling et toute l'équipe de Nantes, le vecteur est validé. Pas d'effet indésirable chez tous les animaux traités. L'article est publié dans la communauté scientifique. L'essai clinique est donc en vue. Et moi, très naïvement, je me suis dit, bon, Fabienne, l'équipe a fait son travail de recherche, puisqu'on a fait la preuve du principe. Maintenant, il y a bien quelqu'un qui va s'occuper de la paperasse et il va s'occuper de gérer, d'amener ça en clinique. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, non, il n'y avait pas de structure qui existe. On est sur le monde, là. On se dit, bon, alors c'est pas mon boulot de continuer, mais en même temps, si je continue pas, à quoi ça sert de faire les autres projets de recherche s'ils aboutissent pas en clinique, quand on a des résultats qui sont positifs? Alors une demande d'autorisation d'essai clinique déposée à l'AFSAPS, c'est ça en fait, c'est un dossier comme celui-ci. Une fois le dossier déposé, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé va procéder à son évaluation, ce qui prendra plusieurs mois pour émettre un avis. Elle peut dire non, je ne suis pas d'accord pour que cette étude, pour que cet essai ait lieu. Elle peut dire je donne mon avis favorable à condition que vous fassiez ceci, cela. Et puis elle peut dire c'est très bien, vous avez, ce qui est très rare, il y a toujours des ajustements à faire parce que ce sont des discussions entre experts. On est au stade de transférer toute la technologie préclinique de la recherche à une technologie qu'on appelle GMP, Good Manufacturing Practice, c'est-à-dire on est obligé d'avoir des protocoles de travail extrêmement rigoureux comme dans l'industrie pharmaceutique, pour délivrer un produit qui est au-delà de tout soupçon. Sans l'AFM, il n'y aurait pas d'essai clinique, c'est aussi clair que ça. Parce que les 3 millions d'euros nécessaires, c'est grâce à l'AFM.
À Londres, après 6 heures de réunion, l'essai clinique sur le syndrome Wiskott-Aldrich est désormais prêt à démarrer. And you put the date of today as a start date. What is that? The 23rd of February. Un très long travail de plusieurs années vient de s'achever. Un autre va pouvoir commencer. On travaille dur et un patient devrait effectivement être traité demain, ce qui est bien. On croise les doigts. Thank you. Bye. See you soon. Thank you very much. Bien d'autres essais cliniques sont programmés et les maladies neuromusculaires font maintenant partie du voyage avec des essais prévus sur le membre isolé. Le chemin tracé par l'AFM avec son réseau de compétences a fait ses preuves. Ce réseau, il est unique au monde et il fait qu'aujourd'hui, on est en train de débouler là, en vitesse record un projet préclinique Duchenne qui fait que moi, mon objectif, alors je crois que ça va être la première fois, sans doute que devant une caméra, je vais donner un agenda, parce qu'en général, je déteste cet exercice-là. Mais vraiment, à la fin de cette année 2010, on devrait connaître la dose qu'on injectera chez les patients. À la fin 2011, on devrait avoir fini les aspects réglementaires obligatoires que les agences réglementaires vont nous demander, etc., pour pouvoir passer chez les patients. Et je voudrais, avec Thomas, qu'on soit prêt en 2012, dans l'année 2012, pour proposer ça au premier Duchenne. Voilà. Quel est le moteur et qu'est-ce qui fait que la motivation ne flanche pas? Là, je pense qu'on touche des aspects très très personnels, des motivations humaine, c'est certainement essayer de réparer une situation qui, pour moi, je ne peux pas la dissocier de photos d'enfants rescapés du génocide arménien, que j'ai, de par mon origine, j'ai été amené à croiser, à recroiser, et qui, pour toute personne qui a des valeurs humaines, c'est une souffrance absolue. Et si vous voulez, c'est certainement sur le plan inconscient, essayer de réparer ce qui s'est passé en 1915, mais vous voyez qu'on voit très loin. On n'a pas du tout la sensation de se dire, bon, on l'a fait, ça y est, c'est fini. Pas du tout. Au contraire, on se dit même, on n'a pas commencé là, il faut y aller. Donc, bon voilà, c'est un peu le principe de la recherche, hein, c'est jamais fini. Ce qui est en train d'être fait, c'est pas de soigner l'amorose de Leber, qui est une maladie très rare qui touche très peu de personnes, c'est de mettre au point une nouvelle manière de soigner les gens qui, après avoir peut-être soigné l'amorose de Leber ou d'autres maladies, soignera de plus en plus de maladies. Donc on n'est pas en train de financer la guérison de certains malades. On est en train de financer la nouvelle manière de soigner l'être humain pour le XXIe siècle.